L'After RMC avec Jean-François Akili. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Olivier, bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Alors nous allons reparler de Gérard Depardieu, même si tout à l'heure vous avez plus ou moins clos le débat. Pas de chance pour vous, les tribulations d'Obélix en Russie font la une de tous les journaux et ne laissent personne indifférent. Alors nous allons réécouter ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'accueil en Russie du président Poutine. Ça aurait été bien que M. Poutine ait un geste tel que celui-là pour gracier, par exemple, les membres du groupe Pussy Riot qui sont en train de pourrir dans des camps de travail pour avoir chanté une chanson. Voilà, pour le reste, je crois que s'agissant de Gérard Depardieu, les charmes du débat ont été épuisés maintenant. Qu'est-ce que vous avez voulu insinuer tout à l'heure? Est-ce que Depardieu serait l'ami d'un dictateur, c'est ça? Non, écoutez, je crois vraiment qu'il n'y a tellement plus rien à dire sur ce sujet. Vous savez, d'abord Poutine. Ouais. Vous parlez des Pussy Riot. Comment est-ce que vous le voyez venir, Poutine, vous? Écoutez, je pense que depuis quelques mois, on sait à peu près ce que je pense de Vladimir Poutine. Voilà, c'est mon opinion personnelle. C'est celle du porte-parole du gouvernement également. C'est mon opinion personnelle. Ah. C'est sur ce sujet que vous m'interrogez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que s'agissant de Gérard Depardieu, j'ai trouvé en effet qu'on avait consacré beaucoup d'expositions médiatiques à ce sujet et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut cesser de se focaliser sur un individu qui, par ailleurs, je vais vous dire, pour lequel j'ai par ailleurs plutôt une forme d'attachement et dans le geste duquel je vois plutôt une espèce de désespoir personnel, donc j'ai pas envie d'en rajouter non plus. Mais dans ce débat fiscal, est-ce que vous n'avez pas la sensation que Gérard Depardieu est en train de devenir, malgré vous, le premier opposant de France? Non. Non, vraiment, je ne crois pas. D'abord, il faudrait peut-être cesser de parler d'exil fiscal parce qu'on a l'impression que, du coup, on a obligé les gens à s'exiler, les pauvres, alors qu'ils ont fait ce choix en toute connaissance de cause et qui est un choix de se soustraire aux impôts qu'ils devaient. Donc non, moi, vraiment, je vous dis, Gérard Depardieu était libre de quitter la France. Bon, voilà, il l'a fait. Pour vous, c'est un cas isolé, c'est ça? Oui, c'est un cas isolé. Et le coup de fil du président de la République avec Monsieur Depardieu, est-ce qu'on peut en savoir plus d'ailleurs là-dessus? Écoutez, j'ignore ce qu'ils se sont dit. C'est une conversation qui est restée privée. Qui appelle l'autre? Je l'ignore. Je l'ignore vraiment. Je l'ignore vraiment, mais je pense que le président de la République a évidemment dû lui dire les mois provoqués en France par à la fois son départ et les conditions un peu vaudevillesques de son départ. Parce que c'est pas simplement quelqu'un qui quitte le pays, c'est quelqu'un qui envoie un courrier, qui assume son geste, qui reproche à son pays de ne pas suffisamment l'aimer ou le soutenir, ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que je crois que les Français aiment Gérard Depardieu. Avant d'adorer la démocratie russe, ce qui peut poser quand même un certain nombre de questions, il disait dans son courrier, effectivement, il répondait à Jean-Marc Ayrault qui avait parlé de minable, d'attitude minable, et il dit, finalement, vous n'aimez pas la différence. La France n'aime plus la différence, n'aime plus ceux qui réussissent. Et ça, c'est un message qui, effectivement, a été entendu par un certain nombre de personnes. Et puis, il y a d'autres personnalités. J'entendais Omar Sy, la personnalité préférée des Français, qui disait tout à l'heure quelque chose qui m'a bien plu et qui montre qu'il y a bien un autre son de cloche, qui disait, vous savez, moi, la France a beaucoup apporté à mes parents et donc aujourd'hui, je me sens redevable, maintenant que j'ai en quelque sorte fait fortune, je me sens redevable. Et je pense que cette question de responsabilité, de se sentir, oui, redevable de quelque chose, ça fait partie aussi de nos responsabilités de citoyens et qu'il ne faut pas se contenter de mettre en lumière les comportements comme celui de M. Depardieu ou d'autres qui sont amenés à quitter le pays. Il faut aussi valoriser ceux qui restent, ceux qui font le choix de rester. Puis j'allais dire, la fiscalité quand même, ça ne résume pas les raisons pour lesquelles on choisit un pays. Il y a eu aussi une blessure, il y a une grande attractivité de notre minable, pays. C'était une blessure pour Depardieu, ça. Mais de manière générale, je pense que l'histoire de M. Depardieu est faite essentiellement de blessures. Je pense que ce qui l'a amené à quitter ce pays, c'est moins des raisons fiscales que des blessures personnelles. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Alors avant d'écouter un deuxième extrait, un mot de la porte-parole du gouvernement sur la communication. On a appris qu'il fallait davantage communiquer pour les ministres. Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce que ça veut dire? Les 38 ministres vont s'égayer sur le terrain et tout le monde parle, c'est nouveau.
Alors, c'est vrai que le Premier ministre nous a demandé une chose très précise, qui est en effet de nous égayer, comme vous dites, de nous déployer sur l'ensemble du territoire français pour aller notamment à la rencontre des Français, expliquer chacune de nos mesures. Je pense à l'une d'entre elles en particulier, qui est le crédit d'impôt compétitivité emploi pour les entreprises, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent en bénéficier dès ce début d'année 2013 et qu'elles ne passent pas à côté de cette opportunité. Bien qu'on ne sache pas comment il sera financé d'ailleurs. Mais si, bien sûr que si. Non. Bien sûr que si. Il manque au moins 10 milliards. 10 milliards d'efforts réalisés par l'État, par exemple, et qui seront bel et bien respectés. Eh bien, vous savez, la règle du zéro valeur pour ce qui est des dépenses de l'État, je peux vous dire que ça vous fait faire un certain nombre d'économies. Et puis, de la rationalisation, tout simplement, du fonctionnement, des budgets des opérateurs, du gel des dotations aux collectivités locales. Mais sur la communication, vous ne craignez pas la cacophonie si tout le monde se met à parler dans tous les sens? C'est toujours le même problème. Ça dépend quel message on délivre, si on est tous d'accord sur le message à délivrer. Et c'est ce qui est confortable d'une certaine façon, c'est que le message, nous le connaissons parfaitement, puisque le président de la République l'a rappelé dans ses vœux. 3 priorités, pas plus. L'emploi, la préparation de l'avenir et la jeunesse. Encore un mot, la com, c'est ce que vous reprochiez à Nicolas Sarkozy lors du précédent quinquennat. Oui. Il y a communication et communication. La communication, lorsqu'elle est au service finalement du fond et qu'elle sert à expliquer aux Français ce que nous faisons, elle est fort bienvenue. La communication telle que l'avait pratiquée Nicolas Sarkozy, et malheureusement il en a laissé bien des traces, y compris dans le fonctionnement des médias, qui consiste à occuper l'espace médiatique en permanence. C'est ce que vous faites depuis la rentrée. Visite de terrain, séminaire gouvernemental. L'occuper pour expliquer des choses aux Français, c'est bienvenu. L'occuper pour l'occuper, c'est moins intéressant. Alors je voudrais aller plus loin au sujet de Ségolène Royal. Et cette interrogation, doit-elle rejoindre le gouvernement? Vous avez été assez en retrait sur la question, on écoute. J'aime bien m'exprimer sur les choses dont j'ai la maîtrise. En l'occurrence, je ne forme nullement le gouvernement. Et donc je pense que c'est aux principaux intéressés qu'il faut poser la question. Mais ce que je peux vous dire de façon formelle, c'est que Ségolène Royal a évidemment beaucoup à apporter au pays. C'est un problème pour vous de faire preuve de plus d'allant au sujet de Ségolène Royal, que vous voyez régulièrement, secrètement, dans un restaurant tous les mois, voire plus. C'est difficile à dire? Je ne sais pas ce que vous appelez de l'allant. Je ne me sens pas particulièrement réservée, là, dans l'image qu'on vient de voir. Non, mais encore une fois... Vous la voulez au gouvernement, oui ou non? Mais le problème, c'est que à quoi sert-il de se perdre en spéculation dès lors qu'on n'a pas, encore une fois, le contrôle des choses? Moi, je veux dire, c'est pas moi qui vais vous annoncer que Ségolène Royal va occuper telle ou telle responsabilité. Quand il va inverser la courbe du chômage, il n'a pas la maîtrise totale des choses. Donc, il a au moins la maîtrise des outils, la détermination politique pour le faire. Mais vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que vous êtes régulièrement au restaurant avec elle, rue du Départ. Vous le faites, non? Vous êtes bien informé. Oui, on le sait, oui. Mais oui, écoutez, vraiment, je veux dire, au-delà de la longue expérience qui a été la mienne aux côtés de Ségolène Royal, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une grande affection, oui. Est-ce que la confidence évoquée par Olivier Mazerolle tout à l'heure, qui était dans VSD, à savoir que Mme Royal, on lui a proposé, Hollande lui avait proposé la justice, elle a dit non, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Vous ne l'évoquez pas entre vous, ça? Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Pourquoi? Parce que vous êtes porte-parole du gouvernement? Parce que je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Vous savez, c'est 3 fois que vous le dites. Il y a une constante chez les porte-paroles, enfin en tout cas pour moi, la porte-parole du gouvernement que je suis donc depuis quelques mois, c'est que j'essaye de ne jamais m'avancer sur des informations que je ne détiens pas. Parce que de fait, on risque d'être démenti par les faits et j'aime bien éviter ce genre de choses. Si on a le temps, Olivier, encore une question à propos du mariage homo, après votre face-à-face musclé à l'instant. Quand vous intervenez dans cette école orléanaise, il en a été question tout à l'heure, en octobre dernier, c'est aux côtés de l'association lesbienne, gay, bi et trans, LGBT. Vous avez déclaré à cette époque dans le magazine Têtu qu'il fallait revoir les manuels scolaires qui passent sous silence l'orientation sexuelle de certaines grandes personnalités de l'histoire, certains auteurs. Vous avez cité Rimbaud. Est-ce que vous êtes pour une refonte des manuels scolaires à ce sujet? Je vous ferai la même réponse que pour la question précédente, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas la maîtrise des choses, je crois que c'est inutile de se perdre en spéculation. Ça n'est pas le gouvernement qui écrit les manuels scolaires. En revanche, ce sur quoi je m'exprimais, c'est sur la nécité finalement dans l'école, dans les établissements scolaires, au moment des enseignements, de finalement de donner droit d'existence
à toutes les orientations sexuelles telles qu'elles existent dans la société pour éviter que certains ne se sentent représentés jamais nulle part, comme si leur orientation était totalement niée. Autrement, ça vous gênerait qu'à l'occasion d'une leçon sur Rimbaud, on dise qu'il était homosexuel ? Est-ce que ça... Non, au contraire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en effet, il faut banaliser les choses pour justement éviter les tensions sur ces questions. Et donc, de la même façon qu'au moment d'un cours sur je ne sais quelle personnalité historique, on évoque ses multiples maîtresses, etc. Vous savez, on le fait souvent avec les rois. Eh bien, pourquoi pas évoquer les liaisons de tel autre personnage historique. Et il n'y a évidemment aucune obligation en la matière. Je voudrais juste dire un mot de conclusion. L'association que vous avez évoquée, donc, qui était avec moi dans ce collège orléanais, figurez-vous que le militant associatif qui intervenait ce jour-là a été victime, il y a 2 jours, d'un tag homophobe inscrit sur son lieu de travail. Comme quoi l'homophobie, finalement, c'est une vigilance de tous les jours. Et ça, c'est absolument détestable. Qu'il ait été victime de cette agression. Merci Jean-François Achili, merci Najat Vallaud-Belkacem. Cette émission, vous pourrez la revoir si vous le souhaitez à 22h sur BFM Business.